Je suis à la page 24 du chapitre 14, toujours dans la section 9, le principe de Pascal. Donc on va faire un premier exemple numérique sur ce sujet. L'exemple 17 qui se lit comme suit. On exerce une force de 500 newtons sur le petit piston d'un vérin hydraulique. Le diamètre de ce piston est de 4 cm. Quel poids sera soulevé par le gros piston de diamètre 20 cm. Donc, je fais l'identification des données du problème. On exerce une force de 500 newtons. Donc, j'ai mon 500 newtons ici. C'est une force. Je m'attends à avoir d'autres forces dans le système. La force de l'autre côté du poids, donc avoir plus qu'un F. Je vais l'appeler F1 sur le petit piston. Le diamètre de ce petit piston, donc de ce côté-là, 4 cm. Je l'ai mis en mètres pour avoir des unités cohérentes. Donc, c'est un diamètre. J'ai pris la lettre majuscule D. Ça correspond avec la force 1, je l'ai identifié 1. Quel poids? Donc là, on me demande justement quelle force que je vais pouvoir soulever. Je peux l'appeler F2. J'aurais pu l'appeler aussi FG, étant donné que c'est un poids, parce que FG va être égal à F2 de toute façon. Okay? Donc, deux versions ici là, que je pourrais accepter. Quel poids sera soulevé par le gros piston de 20 cm de diamètre? Donc, c'est mon point 20 en termes de mètres. Ça va être mon diamètre 2. Bon, pour illustrer tout ce genre de dessin-là, quand on mentionne que c'est un vérin, bon, ça fabrique un genre de vérin que j'avais laissé, je pense, d'illustrer dans vos notes de cours. Donc, le F1 du petit côté, je vais mettre une force F1 avec son diamètre. Donc, le diamètre de la surface, on voit de côté. Donc, ça, c'est un rond si on le regarderait vu de haut. Le F2, ben, c'est la force de l'autre côté du vérin avec son diamètre. Évidemment, j'ai un problème de pression. Je vais illustrer les pressions en mettant des petites flèches des deux côtés, la même longueur, même densité, pour montrer que la pression est uniforme à l'intérieur. Bon, j'identifie, j'observe ce que je cherche avec qu'est-ce qui est connu, puis quel concept qui semble jouer dans ce coin-là. Ben, je regarde le titre, c'est marqué principe de Pascal, mais ça, on ne l'a pas toujours, hein? Donc, je vais aller voir dans mon résumé de toutes mes formules de physique. Évidemment, je devrais m'en aller vers le chapitre 14, les endroits où on a des relations entre force, pression et air. Première page, je fouille dessus. Deuxième page, vers la fin de la page, on a le principe de Pascal dans les vases clos. Donc, ce que j'ai mis dans le résumé présentement, c'est le principe P1 est égal à P2, puis ce que ça représente en termes de transformer en force. Puis j'ai pas mis la version avec l'air, j'ai mis plus la version avec les diamètres, là, parce que les valeurs de pi disparaissent et les valeurs de 1/4 disparaissent également. Donc c'est le principe que je vais utiliser à cet endroit-là. Donc principe de Pascal, je le retranscris, la version que je prévois utiliser, et je suis prêt à appliquer, parce que ça correspond à mes données, donc soit que j'isole mon inconnu, F2, ou je mets des chiffres dedans immédiatement. Ça dépend toujours de la stratégie, là, du traitement que l'étudiant veut en faire. Moi, j'ai isolé F2. Donc, mon D2 est monté en haut de l'autre côté, divisé par D1 carré, puis il restait F1. Maintenant, je suis prêt à mettre mes chiffres et à obtenir ma réponse. Si j'ai été cohérent au niveau des unités, ben, j'ai pour une force une valeur une réponse en newton. Et voilà, j'ai un problème complet, cahier de calcul complet pour ce problème-là. L'exemple 18. On nous demande de comparer des forces dans différents cylindres de différents diamètres. Bon, évidemment, le schéma que j'ai fait là s'applique, si on veut, à cette chose-là. J'ai F1, D1, D2, F2. Donc, on me donne différentes valeurs de force et de diamètre. Ici, on me disait que j'avais un diamètre de 50 cm. Donc, mon diamètre, je me mets des petites remarques que je vais vous demander d'ajouter. Mon diamètre ici va être, dans le fond, D2 est 2 fois D1. Bien, la force va pouvoir être 4 fois, hein, c'est notre puissance de 2, la force va pouvoir être 4 fois plus grande du côté du grand diamètre. Donc, ma réponse est presque automatique. J'aurais 4 newtons là, versus le 1 tantôt. F2 peut être égal à 4 fois F1. Deuxième cas, on a 10 pour 50. Ça veut dire que le diamètre maintenant est 5 fois plus grand. Bien, ma force va pouvoir être 25 fois plus grande. Et 5 pour 50, je suis rendu à 10 fois, mais c'est 100 fois plus grand. Là. Donc la puissance 2 est vraiment intéressante dans le cadre de ce concept-là de physique. Exemple 19, dernier exemple pour ça. Attention, attention, le schéma n'est pas bon en termes d'échelle, parce que ici, ça serait, ben, c'est pas tant que c'est un petit diamètre, là, mais au niveau de la pédale des freins, le cylindre qui est au niveau de la pédale, si on ferait son calcul d'air, puis son diamètre également, dans le fond, là, son diamètre est plus petit
Alors que sur le dessin, on a l'impression que ce serait D2 qui est plus petit. C'est lié au montage. C'était pas facile d'illustrer comment c'est fait exactement, mais dans le fond, le freinage, l'air à cet endroit-là est plus grand, le diamètre est le diamètre est plus grand, la surface de contact entre le vérin et le frein est plus grand à cet endroit-là. C'est justement ce qu'on veut réussir à obtenir, là. Donc, en appliquant une force petite sur un petit vérin, d'avoir une grande force de freinage à l'autre bout. Okay. Donc, je vais mettre un vecteur force ici, ma force de freinage, et pas ma force de freinage, la force que j'applique sur le frein, puis ma force de freinage, elle va être ici, mais beaucoup plus grande. C'est le résultat qu'on voudrait obtenir. Okay. Les pressions, les autres, sont égales à l'intérieur du système hydraulique. Donc, j'ai mis des flèches de même grandeur. Là, il a fallu que je les dessine ici. Évidemment, je n'ai pas d'espace pour les dessiner, là, mais ma pression 2, c'est la même. Elle s'exerce à l'intérieur, là, ici. Ce qui me permet d'obtenir justement ce qu'on veut, donc en n'appuyant pas tant que ça sur une pédale de frein, d'avoir une grande force de freinage. Mais pour ce faire, il faut absolument que la surface de contact ici soit plus grande que là. Donc, on s'excuse un peu là, de la présentation du dessin. Il faudrait que je trouve une façon là, de mieux représenter cette situation-là. Je continue à la page 25 du chapitre 14, toujours dans la section sur le principe de Pascal. On va faire un dernier exemple que j'aime bien. Un exemple qui permet l'intégration de connaissances, dans le sens que, oui, on est dans le principe de Pascal, mais on va aller chercher des connaissances dans d'autres chapitres. Ce qui est important à un moment donné, d'intégrer tout ça ensemble. L'exemple 20 se lit comme suit. Quelle est la force requise pour soulever la charge indiquée avec ce système de levage hydraulique? Donc, on ne donne pas les données dans la question, on a les données plus listées ici, mais la question, c'est quelle est la force requise? Je l'ai changé, je ne l'avais pas changé encore là-dedans, mais la force, je l'appelle maintenant la force extérieure requise pour soulever la charge. Fait qu'en termes d'inconnu, j'ai probablement mis force extérieure est égale à combien de newtons? Ma force extérieure étant la flèche qui était dessinée dans le coin ici, le vecteur qui était dessiné dans le coin ici. Okay? Donc ça, c'est ma force extérieure que je vais avoir à mettre sur le bout du levier là, pour réussir à faire lever le vérin hydraulique. On me donne le 2000 newtons, 2000 livres qu'il y a là. Donc ça, c'est ma force. J'ai à soulever une masse de 2000 livres. Donc, c'est une force qui va s'exercer sur le vérin de ce côté-là. J'ai diamètre 1 et diamètre 2 à identifier. Habituellement, on met peut-être le diamètre 1 plus petit que le diamètre 2. Fait que de ce côté-là, je vais dire que c'est le diamètre 1. De ce côté-là, c'est le diamètre 2. Donc, ça va être ma force 2 et mon diamètre 2. Donc, du côté 1, je vais avoir identifié 3/4 de pouce. C'est mon diamètre 1 ici. Puis, du côté 2, diamètre 2, je vais avoir à la fois donné la force de 2000 livres force, puis le diamètre de 3 pouces. Et bizarrement, je ne les ai pas convertis immédiatement en mètres et lui en newton. Okay? J'attends parce que, un peu comme quand on faisait des moments de force, qu'on s'apercevait qu'on aurait pu conserver n'importe quelle unité, mais ici j'ai des rapports aussi, des rapports de diamètre, des choses comme ça, fait que je divise des pouces par des pouces, ou quand c'est les mêmes unités en haut et en bas, qu'ils soient dans n'importe quel système d'unités, de toute façon, ils sont appelés à disparaître. Fait que je laissais, là, sans faire de conversion au départ. Pour l'instant, c'est probablement ce que j'identifierais dans mon problème. Je connais pas la force 1, je connais pas la force extérieure. Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça? Puis, quand je regarde le problème, je veux connaître la force extérieure. Je ne veux pas connaître la force ici. Là. Si je voudrais connaître la force à cet endroit-là, il me semble que ce serait facile. J'aurais le lien direct. Mais là, je veux connaître la force extérieure ici, qui n'est pas la même que la force qui va être ici. Là. On a un bras de levier supplémentaire. Là. On prend aussi... Ça, c'est déjà une machine-outil qu'on appelle pour nous simplifier la vie. Puis plus que j'aurai un bras de levier grand ici, plus que je me simplifierai encore la vie. Donc, il y a comme deux machines en série là-dedans là, pour simplifier la vie à l'être humain. Puis celui-là, ben, il y a un axe de rotation à cet endroit ici. Là, quand on monte le bras et qu'on le descend, ben, ça tourne alentour d'ici. Donc, je suis comme plus dans un problème de rotation pour trouver la force extérieure à cet endroit-là. Je m'imagine qu'il y a un axe de rotation ici que j'identifierais Z. Puis le premier outil que je vais prendre, ça va être un équilibre de rotation. Là. La somme des moments selon Z est égale à 0. Il ne faudrait pas que j'oublie d'identifier que mon axe de référence Z, là, c'est l'axe à cet endroit-là que je peux tourner alentour, puis que je fais ma somme des moments.
Donc, on se dessinait souvent des flèches comme ça, mais ça va être ma valeur de M, là, mes moments de force là, qui sont créés alentour de cet axe de rotation-là. Okay? Donc, j'ai F extérieur qui pousse vers là, puis je vais avoir une force créée par la pression vers le haut. F1 là, va pousser à cet endroit-là dans ce sens-là. Okay? Donc, l'être humain qui vient pousser ici, comment ça fait qu'il y a de la misère? Ben, c'est parce qu'il essaie de créer une pression, puis il y a un F1 qui lui résiste à cet endroit-là. Et évidemment, avec le jeu des bras de levier, ben, il va falloir, c'est non pas les forces qui sont égales, mais c'est les moments de force. Quand on fait de la rotation, c'est des moments de force qui sont égales. Donc ça, c'est ma loi de physique que j'applique à cet endroit-là. Je vous rappelle que ma stratégie pour le traiter, le développer maintenant, c'est de dire, je vais prendre les moments anti-horaires, c'est égal à la somme des moments horaires. Celui-là, ben, veut faire tourner la tige dans ce sens-là, donc horaire. Puis celui-ci voudrait faire tourner cette force-là, appliquer sur la tige, voudrait faire tourner la tige dans le sens anti-horaire. Donc de ce côté-ci, je devrais avoir mon F1 fois son bras de levier. Donc le bras de levier, ça va être la distance entre l'axe de rotation puis l'endroit où j'applique ma force, est égal au moment créé par la force extérieure de l'autre côté, fois son bras de levier, mais son bras de levier, ça va être la distance entre le point ici, puis le point ce que je l'applique. Et je suis heureux, c'est toutes les fois que je mesure la distance, je suis parfaitement perpendiculaire avec la force. Donc j'indique où sont mes bras de levier. On nous donnait des dimensions, puis ça correspond aux dimensions que j'ai besoin. R1, ça va être vraiment mon 1,5 pouces. Et le R extérieur, pour la force extérieure, ben ça va être 18 plus 1,5. Ça va être toute la distance au complet. Donc, je me donne une formule pour trouver la force extérieure. Je vais isoler force extérieure. Le R extérieur va les diviser de l'autre côté, multiplié par F1. Évidemment, je n'ai pas de valeur de F1. Quand je mets des chiffres, là, je suis bloqué par le F1. Quand je dis que je suis bloqué, ben, je m'arrête à cette équation-là. Okay? Et c'est là maintenant que le principe de Pascal va pouvoir apparaître pour faire un lien hydraulique entre le F1 qui est ici, puis le F2 que je n'avais pas dessiné encore. Mais mon F2, mon diamètre 2 est à cet endroit-là. Donc, je n'avais pas complété mon dessin. Mon F2 est à cet endroit-là. Évidemment, c'est un problème de pression, comme on vient de dire. Ben, je vais avoir une pression unique partout à l'intérieur du vérin. Donc, des vecteurs, pas des vecteurs, mais des flèches représentant la pression qui vont avoir la même longueur et la même densité là, aux deux endroits clés que j'étudie. Donc, mes vecteurs F2 et F1 n'ont pas la même longueur. C'est la pression qui est égale partout. Donc là, je vais pouvoir utiliser le principe de Pascal pour essayer de calculer F1. Donc, principe de Pascal, je m'en vais sur mon résumé comme on a déjà fait précédemment, puis je vais chercher la formule F1 divisé par D1 au carré est égal à F2 divisé par D2 au carré. Il y a différentes formes, mais je pense celle qui m'intéresse le plus. Je devrais avoir une formule pour calculer F1, donc je vais isoler F1. Le D1 au carré monte, D2 au carré fois F2. Et si je voudrais, je pourrais mettre des chiffres et même me calculer une réponse finale. Okay? Évidemment, il faut que je pense aux unités. Ma force 2 était en livre-force. Ceux-là étaient en pouces, c'est ce que je vous disais tantôt. De toute façon, les unités se simplifient dans un rapport comme ça. Mais c'est sûr que si je rentre des chiffres de pouces qui se simplifient, puis que le 2000, lui, a encore son livre-force au bout, je vais me retrouver avec des livres-force à cet endroit-là. Et je pourrais maintenant mettre la deuxième équation dans la première, soit que je mets la réponse ou je mets les données. Fait que moi, j'écris F extérieur est égal à R1 sur R1. R extérieur, ça existe encore. Fois F1, ben là, F1, j'écris l'équation qui est ici, D1 sur D2 fois F1, fois F2, excusez. Ou encore, j'aurais pu écrire fois 125. Là. Ça dépend de ce qu'on préfère faire. Et là, je peux faire mon remplacement. Je vous disais tantôt que ce soit n'importe quelle unité ici, c'est un rapport, les unités vont disparaître. Même chose pour lui. Fait que mon 2000 qui est en livre-force, ben, je vais avoir une réponse finale en livre-force. Je voulais une réponse en Newton ou je fais une conversion d'unité où je dis ben, j'ai produit mon problème en livre-force. Là, si le client ne se plaignait pas avec ça, je pourrais lui donner la réponse finale en livre-force. Je revise mon problème, à travers tout ce problème-là, je m'aperçois ben, qu'il y avait des données que je n'avais pas identifiées, là, qui étaient le 1.5 qui est à cet endroit-là, puis le R extérieur qui est le 1.5 plus le 18, là, les calculs que j'ai faits mentalement. Mais maintenant, tout est documenté dans mon cahier de calcul.